1945, Union soviétique. Nous sommes après la guerre et le pays est en ruine. Les nazis ont été repoussés et le fascisme a été détruit grâce à la lutte de tous les peuples du monde contre la dictature la plus éhontée de la bourgeoisie sur le prolétariat. Cette Union soviétique qui a battu l'Allemagne nazie, le Japon fasciste et l'armée française et britannique, passé de malade de l'Europe ultra-arriérée à seconde puissance mondiale, juste derrière les États-Unis et bastion du prolétariat mondial, va perdre en 1953 le leader communiste du parti, Joseph Staline, signant le début de la fin en Union soviétique et de là, la première pièce de domino qui mènera un demi-siècle plus tard à la destruction complète de l'Union soviétique. Pourquoi ça ? Parce que, à la mort de Staline, un certain Nikita Khrouchtchev arriva au pouvoir au leadership du PCUS, et c'est lui qui commencera la série de politiques qui feront dérailler le pays du chemin socialiste vers celui de la restauration capitaliste. Alors préparez-vous, l'histoire du coup de Khrouchtchev, c'est maintenant. Avant de parler du coup en lui-même, il nous faut aborder le sujet de la mort de Staline, qui arrive en des circonstances plus qu'étranges. Peu avant sa mort, ses gardes du corps avaient été supprimés, sa sécurité personnelle a été considérablement réduite. Le chef de son secrétariat personnel, Poskrebychev, et le chef de son garde du corps, le général Vlasik, ont tous deux été arrêtés à l'accusation de fuite de documents et de manque de fiabilité. Cela a rendu Staline vulnérable. Ce fait, bien qu'il ne démontre en rien un assassinat, reste fort suspect et est souligné par bien des historiens, ou même par la fille de Staline, qui déclarera « Peu de temps avant la mort de mon père, même certains de ses proches furent disgraciés. L'éternel Vlasik fut emprisonné durant l'hiver 52, et le secrétaire personnel de mon père, Poskrebychev, qui était à ses côtés depuis 20 ans, fut écarté. » Peter Deryabin, un agent de la CIA ex-citoyen soviétique, écrira même « Cela acheva le processus de dépouillement de Staline de toute sécurité personnelle. Ce fut une opération soigneusement planifiée et habilement menée. L'incrimination d'Abakoumov, la destitution de Vlasik, la discréditation de Poskrebychev, la neutralisation de l'Okhrana et sa soumission forcée au MGB, contrôlé par les Khrouchtcheviens. La crise cardiaque de Kozinkin, le remplacement de Shevchenko et l'écartement de l'état-major général des derniers vestiges du contrôle de l'Okhrana. Et il ne faut surtout pas oublier à ce stade le contrôle par le MGB du service médical du Kremlin, avec les services de sécurité de l'État et les forces armées sous leur commandement. Les comploteurs étaient enfin aux commandes. Les agents de sécurité l'ont soulevé et allongé sur un canapé, mais les médecins ne furent appelés que le matin. Staline restait impuissant et sans traitement pendant une grande partie de la journée, rendant tout traitement réparateur beaucoup plus difficile. Pourquoi les dirigeants du parti ont-ils prolongé ce délai ? Certains historiens y voient des signes de meurtre prémédité. Les médecins ne furent amenés auprès du dirigeant comateux qu'après un intervalle de 12 à 14 heures. Il y eut un mensonge délibéré dans l'annonce de sa mort, qui déclara qu'elle avait eu lieu dans son appartement à Moscou, alors qu'elle avait en réalité lieu dans sa datcha, à Kuntsevo. L'historien Adam Ulam affirme qu'une atmosphère de conspiration a teinté les circonstances de la mort de Staline. Le communiqué tardif annonçant son attaque cérébrale affirmait avec insistance qu'elle s'était produite dans les quartiers du Kremlin. Pourtant, c'est à sa villa de campagne que sa fille Svietlana fut convoquée le 2 mars pour être à son chevet. Il fut frappé loin de Moscou. Le communiqué officiel a menti sur le lieu où Staline a subi l'attaque fatale et où il est mort. Il y avait une raison évidente derrière ce mensonge. Ses successeurs craignaient qu'une déclaration véridique sur l'endroit où il se trouvait au moment de l'attaque ne déclenche des rumeurs, selon laquelle l'attaque serait survenue alors qu'il était kidnappé ou incarcéré par des oligarques. Les foules auraient pu se ruer sur le Kremlin, exigeant de savoir ce qu'on avait fait au père de la nation. Il est aussi à noter que cette mort arrivait pile à temps pour ses opposants vis-à-vis des projets de Staline.
Selon l'historien Alexandre Pijikov, qui est un historien notoirement anticommuniste et anti-stalinien, en 1947, une proposition fut faite pour mettre à jour le programme du parti. Ce programme, en 1947, n'a jamais été rendu public. Selon Pijikov, ce programme décrivait une réduction progressive des fonctions politiques de l'État et la transformation de celui-ci principalement en un organe de gestion de la vie économique de la société. C'était clairement un plan de transition du socialisme vers le communisme tel que décrit par Marx et Engels. Pijikov explique que le projet concernait le développement de la démocratisation de l'ordre soviétique. Ce plan reconnaissait comme essentiel une implication universelle des travailleurs dans la gestion de l'État, dans l'activité étatique et sociale quotidienne, sur la base d'un développement constant du niveau culturel des masses et d'une simplification maximale des fonctions de la gestion étatique. Il proposait concrètement d'unifier le travail productif avec la participation à la gestion des affaires de l'État, en passant à une exécution progressive des fonctions de gestion par l'ensemble des travailleurs. Il développait également l'idée de l'introduction d'une activité législative directe du peuple pour laquelle les éléments suivants étaient jugés essentiels. A. Mettre en place un vote universel et une prise de décision sur la majorité des questions les plus importantes de la vie gouvernementale, tant dans les sphères sociales qu'économiques, ainsi que sur les questions des conditions de vie et de développement culturel. B. Développer largement l'initiative législative par la base, en accordant aux organisations sociales le droit de soumettre au Soviet suprême des propositions et de nouvelles lois. C. Confirmer le droit des citoyens et des organisations sociales à soumettre directement au Soviet suprême des propositions sur les questions les plus importantes de politique intérieure et internationale. En résumé, cela aurait déplacé le pouvoir des mains des cadres intermédiaires et des politiciens vers les travailleurs, désormais suffisamment instruits et alphabétisés pour gérer la société. Selon Pijikov, le chef du parti de Leningrad, Zhdanov proposa de convoquer le 19e congrès du parti à la fin de 1947 ou en 1948. Il proposa également un plan de convocation simplifié des conférences du parti une fois par an avec un renouvellement obligatoire, d'au moins 1/6 des membres du comité central par an. Si ce plan avait été mis en œuvre, et si ce renouvellement entraînait réellement un roulement des membres du comité central, cela aurait signifié que les premiers secrétaires et autres dirigeants du parti y auraient été moins enracinés, dans leurs fonctions ouvrant la voie à de nouvelles figures dans l'organe dirigeant du parti, et facilitant la critique des dirigeants par la base. Avec la possibilité de remplacer au moins 1/6 du comité central chaque année par une conférence de parti, ce plan envisageait le développement de la démocratie par la base tant dans l'État que dans le parti lui-même. Nous ne savons pas comment ce plan a été rejeté. Zhdanov, proche allié de Staline, est mort apparemment d'une crise cardiaque la même année où il fit cette proposition, ce qui rétrospectivement est assez suspect. La mort de Zhdanov fut ensuite utilisée dans la fameuse affaire des blouses blanches, où plusieurs médecins furent accusés de tentatives de meurtre contre des dirigeants soviétiques. Il n'existe aucune preuve claire concernant la véracité de cette affaire. Certains cas étaient clairement des fabrications orchestrées par Khrouchtchev, qui accusa ensuite ses ennemis, mais il est possible que certains cas aient été réels. Staline lui-même était personnellement sceptique quant à la culpabilité des médecins. Lui-même mourra bien sûr dans des circonstances suspectes, apparemment après s'être vu délibérément refuser des soins médicaux appropriés. Le projet de 1947 fut rejeté. Comment, nous ne le savons pas. Zhdanov avait proposé un congrès du parti en 1948, ce qui aurait été conforme à la tradition, mais pour des raisons inconnues, le 19e congrès du parti fut reporté à 1952. Tout cela semble confirmer ce qu'a soutenu l'historien libéral Arch Getty, le véritable pouvoir en Union soviétique n'était pas entre les mains de la direction centrale autour de Staline, et encore moins de Staline personnellement. Ceci n'était qu'un mythe de la guerre froide, une caricature facilitée en partie par la célébrité de Staline et le culte de la personnalité qui l'entourait, et semblait être un personnage plus grand que nature. Mais en réalité, ce sont les cadres intermédiaires et les premiers secrétaires du parti qui détenaient un pouvoir considérable. Et Staline était souvent en minorité. Ce groupe, premiers secrétaires, technocrates, etc., était aussi le plus sensible à la corruption. Et le nouveau programme de Staline et Zhdanov aurait précisément visé ce groupe privilégié, en retirant la gestion des ministères, des usines, des institutions d'État des mains du parti pour la remettre entre celles des masses. En 1929, Molotov avait exposé le plan du Politburo stalinien visant à prolétariser le parti, de sorte qu'en 1930, au moins 50% du parti soit des ouvriers industriels. Cet objectif fut atteint. En 1930, le parti était composé à 65% d'ouvriers manuels, 20% de paysans et seulement 14% de cadres employés de bureaux. Le parti avait donc à cette époque une composition plus prolétarienne qu'à l'époque de Lénine.
Cependant, sous Khrouchtchev, la proportion des prolétaires industriels dans le parti est tombée à 30%, tandis que la moitié du parti était composée de cadres administratifs. Cela montre clairement pourquoi il a été possible pour Khrouchtchev de rallier la bureaucratie autour de lui, et ainsi de vaincre tous les efforts en faveur de l'égalitarisme, de la démocratie et de la prolétarisation du parti. Cela rend également absurde l'accusation trotskiste selon laquelle Staline aurait été le chef d'une caste bureaucratique, puisque ses efforts en 1930 avaient conduit à un parti encore moins bureaucratique que celui de Lénine. Ensuite, sur l'assassinat, Enver Hoxha a même explicitement accusé Khrouchtchev d'avoir tué Staline, appuyant que Anastas Mikoyan lui avait avoué. Toute cette infamie est apparue peu après la mort, ou pour être plus précis, après l'assassinat de Staline. Je dis après l'assassinat de Staline car Mikoyan lui-même m'a dit que, avec Khrouchtchev et leurs associés, avaient décidé de tenter un attentat contre la vie de Staline. Si nous relions tous ces faits, qui certes ne constituent pas de preuves incriminant la clique réformiste de bureaucrates que constituaient Khrouchtchev et son gang, à la suite des événements que nous allons vous raconter dans un instant, la thèse de l'assassinat de Staline est extrêmement plausible, bien qu'on ne puisse pas affirmer la culpabilité de Khrouchtchev. Staline est mort à 21h50 le 5 mars. Les révisionnistes utilisèrent immédiatement leur contrôle sur les forces de sécurité pour préparer un coup d'État. Le journaliste américain Harrison Salisbury fut témoin de la scène et a décrit comment, peu avant 6h du matin le lendemain, des convois de camions circulaient dans la ville, en douceur et en silence. Assis en tailleur sur les bancs de bois des camions peints en vert se trouvaient des détachements de soldats du MVD, coiffés de casquettes bleues et rouges. 22 par camion. Les troupes spéciales du ministère des Affaires intérieures. L'idée m'a traversé l'esprit, fugitivement, qu'un coup d'État était peut-être en préparation. Vers 9h, les troupes du ministère des Affaires intérieures étaient partout dans le centre de la ville. Dans la haute rue de Gorky, des colonnes de chars sont apparues. Toutes les troupes, tous les camions, tous les chars appartenaient aux détachements spéciaux du MVD. Pas un seul détachement de l'armée régulière n'était visible. Plus tard, j'ai découvert que le MVD avait en fait isolé presque toute la ville de Moscou. Vers 10 ou 11 heures du matin, le 6 mars 1953, plus personne ne pouvait entrer ou sortir du cœur de Moscou sans l'autorisation du MVD. Les forces du MVD avaient pris le contrôle de la ville. D'autres troupes auraient-elles pu entrer dans la ville? Pas sans la permission du MVD, ou à moins d'être prêtes à se battre rue par rue, barricade par barricade. Avant même que le corps de Staline ne soit froid, les troupes du MGB avaient non seulement mis en place des contrôles et interrompu la circulation, y compris celle des piétons, sur toutes les grandes artères de la capitale, mais avaient également encerclé le Kremlin. Les marxistes-léninistes réussirent pour le moment à déjouer le coup d'État prévu, en mobilisant suffisamment de soutien pour convoquer le 7 mars une réunion d'urgence conjointe du comité central du Parti communiste, du Conseil des ministres et du Soviet suprême de l'URSS. Dans ces conditions, les conspirateurs révisionnistes perdirent leur sang-froid et jugèrent plus prudent de reporter leur coup et de ne pas s'opposer à la nomination de Beria à la tête de la sécurité d'État, une nomination qui bénéficiait visiblement du soutien majoritaire au sein de la direction. Khrouchtchev écrivit dans ses mémoires « Beria proposa immédiatement Malenkov au poste de président du Conseil des ministres. Sur le moment, Malenkov proposa que Beria soit nommé premier vice-président. Il propose également la fusion des ministères de la sécurité de l'État et des Affaires intérieures en un seul ministère de l'Intérieur, avec Beria comme ministre. Je suis resté silencieux. Bouganin aussi est resté silencieux. Je voyais bien quelle était l'attitude des autres. Si Bouganin et moi nous y étions opposés, on nous aurait accusé de vouloir provoquer une querelle dans le parti, alors que le cadavre n'était même pas encore froid. Le coup d'État de Khrouchtchev fut déclenché lorsque l'armée arrêta Beria, alors vice-président et ministre de l'Intérieur. En juillet 1953, Beria fut accusé de corruption. Fin juin 1953, les conspirateurs révisionnistes affirmèrent que Beria était un nationaliste, agent des puissances impérialistes étrangères, et qu'il avait comploté contre la direction du parti. Cependant, plus tard, Khrouchtchev admit lui-même qu'il n'avait aucune preuve du prétendu nationalisme de Beria. Les accusations de Kaminsky n'avaient jamais été vérifiées. Nous n'avions que notre intuition pour nous guider. Pour réussir son coup, Khrouchtchev dut obtenir le soutien de l'armée. Il déclare « Les gardes du Présidium obéissaient à Beria. C'est pourquoi nous avons décidé de demander l'aide de l'armée. » Le professeur Grover Furr déclara dans son livre « Khrouchtchev a menti ». Fin juin 1953, Beria fut écarté, soit par arrestation et emprisonnement, soit par un assassinat pur et simple. Selon l'historien Yuri Joukov, Khrouchtchev réussit à rallier une partie de la bureaucratie du parti en s'opposant aux réformes démocratiques proposées par Staline, soutenues alors par Malenkov et Beria. Malenkov fut ensuite écarté du pouvoir
et Beria assassiné. Staline avait proposé une série de politiques économiques radicales, visant l'abolition totale de la production marchande résiduelle, l'abolition du commerce monétaire au profit de l'échange de biens selon leur valeur travail, la suppression des différences entre le travail manuel et intellectuel, et autres mesures marquant la suite d'une transition vers le communisme. Toujours selon Zhukov, Staline préconisait également une réforme démocratique de l'État et le retrait du parti de la gestion directe de l'État, condition nécessaire à une nouvelle phase du socialisme. Il est logique que certains bureaucrates droitiers y soient opposés fermement, considérant ces méthodes comme trop radicales. Une autre mesure, appuyée par Malenkov, fut la réduction des salaires de hauts responsables politiques, ce à quoi Khrouchtchev répondit en restaurant les salaires élevés, ce qui lui permit de rallier davantage de soutien dans l'appareil. Il est de ma ferme conviction que le véritable sens du 20e congrès réside précisément dans le retour du pouvoir à l'appareil du parti. Il fallut dissimuler ce fait en détournant l'attention vers le passé grâce au fameux rapport secret. En 1956, Khrouchtchev parvint à rallier la majorité du comité central à ses vues. Lors du 20e congrès du parti, en lançant son attaque contre Staline, il réussit à semer la confusion parmi les communistes honnêtes en lançant ce qui était en essence une attaque contre la dictature du prolétariat. Ensuite, signalait à ses camarades partisans de la voie capitaliste et à sa base de classe bourgeoise que le vent avait tourné et qu'il était désormais possible de sortir de l'ombre. Mais cette attaque contre Staline suscita aussi une opposition. Au printemps 57, un affrontement décisif eut lieu. Vyacheslav Molotov et Lazar Kaganovich réussirent à rassembler une majorité au sein du Politburo contre Khrouchtchev. En fait, cette majorité était peut-être écrasante, mais Khrouchtchev, toujours aussi rusé, avait une carte cachée, le soutien du ministre de la Défense, le maréchal Zhukov. Connu pour son opportunisme et son individualisme, lorsque Zhukov fit apparemment savoir qu'il s'opposerait à la majorité du Politburo par la force armée, les alliés les plus hésitants commencèrent à chercher un compromis. Bientôt, Khrouchtchev avait la majorité. Molotov, Kaganovich et Malenkov, ainsi que Tchepilov, furent expulsés comme faisant partie de la soi-disant clique anti-parti. Bulganin et Voroshilov devaient suivre peu après. Quant à Zhukov, Khrouchtchev, le voyant comme un rival potentiel, se débarrassa aussi de lui. Les membres du groupe anti-parti échouèrent à faire sortir la lutte du Politburo pour l'amener devant les masses. Du vivant de Staline, son prestige reconnu et amplement mérité constituait une arme puissante contre les révisionnistes. Mais l'incapacité à développer des formes de mobilisation populaire se fit cruellement sentir. Nous ne connaissons pas toutes les circonstances qui ont empêché les forces prolétariennes de rendre la lutte publique et d'organiser une action de masse. Mais nous ne savons pas non plus clairement qui représentait effectivement la ligne prolétarienne. Néanmoins, on peut dire que cet échec fut un facteur majeur ayant contribué à la prise du pouvoir par les révisionnistes. Malgré tout, de nombreux ouvriers pressentaient que quelque chose n'allait pas. Plusieurs cas d'ouvriers quittant spontanément leur poste et exigeant des explications pour les expulsions ont été documentés. Notamment un arrêt de travail dans une usine d'appareils électriques à Koursk. En Géorgie, pays natal de Staline, il y eut des émeutes. Dans d'autres régions, des ouvriers insultèrent ouvertement les nouveaux dirigeants. Ce réseau de manœuvres, de mensonges et de trahisons est ce que l'on appelle généralement le coup d'état de Khrouchtchev. Le meurtre ou la négligence criminelle de Staline mourant, l'assassinat de plusieurs de ses adversaires, la marginalisation de nombreux autres, le mensonge, la corruption et la prise de pouvoir par la force, et le rejet de la démocratie dans le parti. Khrouchtchev fit exactement ce qu'il accusait faussement Staline d'avoir fait. De là, Khrouchtchev avait enfin les commandes de l'Union soviétique. Rapidement après sa prise de pouvoir, Nikita Khrouchtchev, lors du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, lança le fameux discours secret. Un discours souvent retenu comme étant le discours le plus important du XXe siècle, tant son impact historique sera énorme. Ce discours discréditant Staline et tentant de l'effacer de l'histoire était le point culminant de son coup d'état. Le discours consistait à salir Staline et tous les opposants de la ligne de Khrouchtchev, afin de consolider ses positions. Le discours s'accompagnait d'une série de fausses accusations et d'une purge dans le parti pour démettre de leurs fonctions et parfois éliminer tous ceux traités de stalinistes. C'était l'utilité première du discours de Khrouchtchev. Consolider son coup d'état, arrêter les projets de Staline et de la ligne rouge du parti, et ce en purgeant sans débat et de manière dictatoriale, bafouant tous les principes du centralisme démocratique. La deuxième conséquence de ce discours fut le coup immense porté au communisme. Déjà, car l'Union soviétique, qui était le plus grand pays socialiste au monde et la première expérience socialiste de l'histoire, sortait du chemin socialiste, et avec elle, toutes les républiques socialistes d'Europe, à l'exception de l'Albanie d'Enver Hoxha.
Et par la suite, toute la propagande anticommuniste moderne en Occident se vit ravie d'avoir maintenant à disposition une source incroyable de mensonges à distribuer dans leurs médias avec l'aval du nouveau pouvoir du Kremlin. Si bien que pendant très longtemps, personne en Occident n'essayait même de remettre ces affirmations en question, ni même de les vérifier. Cela fut bien sûr aidé par une immense censure et une sorte de terreur anticommuniste dans tous nos pays occidentaux. Les historiens, souhaitant se dégager du narratif guerre froidiste de l'histoire soviétique, se voyaient refuser leur diplôme ou la publication. Ils étaient et sont toujours traités de complotistes ou encore d'agents du Kremlin, quand bien même les preuves sont là. Aujourd'hui, la fureur des années 90 s'est quand même bien apaisée, et même les pseudo-historiens derrière des torchons issus de propagande tels que le fameux livre noir du communisme rejettent leurs propres travaux, dénonçant leur propre malhonnêteté. Aussi, avec la chute de l'URSS ou la déclassification de documents soviétiques et américains, il n'est plus possible, du moins chez les gens honnêtes, de maintenir le discours de la guerre froide. Les archives soviétiques prouvent ce que nous disons, même si bien évidemment cela n'empêche toujours pas la machine de propagande de matraquer la même désinformation en boucle, de surenchérir de plus en plus. Paradoxalement, avec la chute de l'Union soviétique, on a en même temps eu de nouvelles sources fiables pour l'historiographie sérieuse, et en même temps un terrain libre où plus aucune qualification ni preuve n'est requise pour parler sur l'URSS, avec des médias et maintenant même le programme scolaire présentant l'Union soviétique et l'Allemagne nazie comme étant deux mêmes régimes. De quoi provoquer une crise cardiaque aux derniers résistants communistes et à tous ceux qui s'étaient battus contre l'Allemagne nazie aux côtés des communistes pendant que les impérialistes français et britanniques cherchaient à pousser Hitler à l'Est. Mais passons, je divague. Ce discours est le point culminant de la propagande anticommuniste et plus spécifiquement anti-Staline. Nous allons passer en revue les accusations les plus importantes de ce discours de Khrouchtchev. Nous vous conseillons l'excellent travail du professeur Grover Furr, cité plus tôt. Khrouchtchev a menti, réfutant point par point les accusations faites dans ce discours. Dans son discours secret, Khrouchtchev dit « Craignant le sort futur du parti de la nation soviétique, Vladimir Lénine a fait une caractérisation tout à fait correcte de Staline, en soulignant qu'il était nécessaire d'envisager la question du transfert de Staline de son poste de secrétaire général, en raison du fait que Staline est excessivement rude, qu'il n'a pas une attitude appropriée envers ses camarades, qu'il est capricieux et abuse de son pouvoir. » En décembre 1922, dans une lettre au congrès général du parti, Vladimir Ilitch a écrit « Après avoir pris le poste de secrétaire général, le camarade Staline a accumulé entre ses mains un pouvoir immense, et je ne suis pas certain qu'il sera toujours capable d'utiliser ce pouvoir avec le soin requis. » Cette lettre, un document politique d'une importance immense connu dans l'histoire du parti comme le testament de Lénine, a été distribuée parmi les délégués du 20e congrès du parti. Vous l'avez lu et vous la lirez sans doute à nouveau plus d'une fois. Vous pourriez réfléchir aux mots simples de Lénine qui traduisent l'anxiété de Vladimir Lénine concernant le parti, le peuple, l'État et la future orientation de la politique du parti. Vladimir Ilitch a dit « Staline est excessivement rude et ce défaut qui peut être librement toléré parmi nous et dans nos contacts entre nous, les communistes, devient un défaut qui ne peut être toléré chez quelqu'un tenant le poste de secrétaire général. Pour cette raison, je propose que les camarades envisagent la méthode par laquelle Staline pourrait être écarté de ce poste et par laquelle un autre homme serait sélectionné pour cela, un homme qui avant tout se distinguerait de Staline par une seule qualité, à savoir une plus grande tolérance, une plus grande loyauté et une plus grande bonté, ainsi qu'une attitude plus attentive envers les camarades, un tempérament moins capricieux, etc., etc. Le concept du testament de Lénine, un terme emprunté par Khrouchtchev à Trotsky, qu'il avait utilisé dans un livre de 1934, au sein du parti bolchevique, ce terme n'était absolument pas largement connu comme il le dit, sauf parmi quelques opposants mineurs. En 1925, Trotsky avait rejeté l'idée que Lénine avait laissé un testament ou un dernier souhait, affirmant qu'aucun document de ce type n'existait. Plus tard, dans les années 1930, Trotsky a modifié son discours pour sa croisade contre Staline et a recommencé à discuter du testament de Lénine. Certaines idées dans le discours de Khrouchtchev rappellent les écrits de Trotsky, notamment sa vision des procès de Moscou qu'il considérait comme des manipulations, étant lui-même un co-accusé absent. La veuve de Trotsky a reconnu ce fait et a demandé la réhabilitation de son défunt mari, alors même que le discours secret avait lieu. Cela suggère que les trotskistes avaient encore des informateurs de haut niveau au sein du PCUS. Tous ceux qui étaient au courant croyaient que la lettre était authentique. Même si elle l'était, elle ne montrait pas ce qui a souvent été supposé, c'est-à-dire que Lénine était en rupture avec Staline. Tout d'abord, il faut souligner que le testament de Lénine est très probablement une fabrication.
Mais même s'il était réel, et les études de Sakharov remettent ça en question, ça ne change rien au fait que Khrouchtchev a déformé la réalité en isolant la lettre de Lénine à Staline de son contexte. La lettre de Kruspaïka à Staline après le suicide de sa femme montre qu'il n'était pas brouillé. Staline était très respecté dans l'entourage de Lénine. Khrouchtchev a ignoré le fait que le comité central avait interdit à Kruspaïka de discuter de politique avec Lénine pour ne pas l'énerver. Khrouchtchev a omis la réponse de Staline à Lénine, ainsi que la requête ultérieure de Lénine pour du poison. Khrouchtchev n'a pas tenu compte des témoignages de la sœur de Lénine et de ses secrétaires qui étaient toujours en vie. Khrouchtchev a ignoré que les actions de Kruspaïka avaient potentiellement causé deux des attaques de Lénine et que Lénine avait confié à Staline une demande secrète concernant du poison et qu'après leur dispute, Kruspaïka s'était réconcilié avec Staline. En bref, Khrouchtchev a volontairement déformé l'histoire pour noircir l'image de Staline. Alors pour ce qui est du testament, étant donné la grandeur du sujet, je vais me contenter d'affirmations, vous pourrez aller vérifier vous-même grâce aux travaux de Sakharov, un article que le camarade Dar a écrit il y a quelques mois sur le sujet et du livre sur le testament de Lénine, toujours de Grover Furth, disponible aux éditions Delga en français. L'un des points principaux du discours secret était l'accusation, aujourd'hui répandue, selon laquelle Staline a honteusement orchestré les répressions massives de 37-38 sans regard pour la loi dans une vision très machiavélique d'un Staline omnipotent. Selon Khrouchtchev, Staline imposait ses vues et éliminait ceux qui s'y opposaient par une annihilation morale et physique. Mais on constatera une absence d'exemples concrets corroborant cette accusation. Staline, en tant que secrétaire général du parti, pouvait être démis de ses fonctions par le comité central, et il a même tenté de démissionner à 4 reprises, sans succès. En contraste, Khrouchtchev a agi de manière plus directe en faisant arrêter et exécuter Lavrenti Beria et 6 de ses collaborateurs proches, en 1953 sur la base de fausses accusations et sans preuve. Dans le même thème, Khrouchtchev reproche à Staline sa méthode de travail, l'accusant de ne pas respecter les procédures, d'agir de manière dictatoriale et de ne pas respecter le leadership collectif, ainsi qu'il pratiquait une violence extrême contre ses opposants, toujours sans la moindre preuve, si ce n'est son appréciation personnelle, qui, nous allons le voir, est elle aussi assez fausse. On peut trouver assez facilement des commentaires dans les testaments ou mémoires d'autres collègues de Staline qui ont travaillé avec lui d'une manière bien plus proche et régulière, comme le fameux général Zhukov, qui attestait la grande méthode de travail de Staline, le général Stemenko dit à peu près la même chose, Ivan Beneditkov, le ministre de l'Agriculture de l'époque, appuyait aussi que les décisions étaient toujours prises de manière collective, comme les institutions de l'URSS et la Constitution le prévoient, et le comble du comble, Khrouchtchev lui-même, la grande capacité de Staline à remettre en question ses propres pensées quand confronté à quelqu'un n'étant pas en accord avec lui, comme étant une caractéristique de Staline. En se contredisant complètement, je vais pas le répéter, pas répéter qu'il ment à chaque mensonge, ici vous avez déjà compris depuis un moment que ce discours n'a rien d'historiquement correct. C'était avant tout une manière de consolider son pouvoir par la réécriture de l'histoire. De plus, Anastas Mikoyan, un révisionniste khrouchtchevien notoire, se plaignait même du fait que le leadership collectif que Khrouchtchev avait déclaré comme restauré après son discours, comme si celui-ci avait été supprimé un jour, n'a jamais été amélioré sous Khrouchtchev ni Brezhnev. C'est justement Khrouchtchev qui dirigeait de manière despotique, refusant le leadership collectif, et c'est en partie la raison pour laquelle il fut évincé de ses positions. Nous en reparlerons plus amplement plus tard. Plus tard dans son discours, il accusera Staline d'être responsable des répressions massives commises par Yezhov ou encore Yagoda, ainsi que de ses propres crimes. Khrouchtchev lui-même était responsable de la répression massive, probablement plus que tout autre individu, à l'exception de Nikolai Yezhov, le chef du NKVD de 1936 jusqu'à fin 1938, qui donnera même son nom à la fameuse Yezhovtchina, le nom donné à la période de grande répression entre 36 et 38. Khrouchtchev devait savoir que beaucoup, probablement la grande majorité de ceux qu'il a réprimés, étaient innocents et que leur destin a été décidé sans enquête approfondie. Il appuya l'innocence de Yezhov et de Yagoda, qui n'est pourtant remise en cause par absolument personne, étant donné l'incroyable quantité de preuves des répressions arbitraires commises par ces deux personnalités, pour tout remettre sur le dos de Staline dans le révisionnisme historique le plus vulgaire et honteux que l'on pourra voir dans son discours. On sait aujourd'hui que Yezhov était un participant majeur dans une tentative de coup d'état liée à des généraux en lien avec des officiers allemands. Yezhov a été arrêté et a immédiatement avoué de graves abus lors des enquêtes, coups, faux aveux, tortures et exécutions illégales.
Jansen et Petrov, s'appuyant en partie sur des documents désormais inaccessibles aux chercheurs et en partie sur des documents publiés seulement en 2006, démontrent l'ampleur considérable de ces abus et décrivent les méthodes criminelles d'Yezhov et de ses hommes. De là, Khrouchtchev continue en affirmant que toutes les victimes des répressions dans le parti étaient innocentes, et ce avant même de revoir les preuves. La commission Pospelov fut créée justement dans le but de la réhabilitation des membres purgés ou exécutés lors des répressions de 36-38. Cependant, les documents des archives de la Fédération de Russie et ex-URSS montrent qu'il y avait bien une série de conspirations trotskistes droitières et antigouvernementales en cours. Certaines preuves indiquent même une potentielle participation de Khrouchtchev à l'une de ces conspirations trotskistes, ce qui expliquerait en grande partie pourquoi il serait attaqué à Staline. Mais ça reste vraiment juste de l'ordre de la suggestion étant donné le manque de preuves allant dans ce sens. Mais qu'en est-il du rapport de Pospelov? Le rapport de la commission de Pospelov conclut effectivement que de nombreuses figures du parti exécutées étaient innocentes. Mais les preuves citées dans le rapport ne démontrent pas leur innocence. La commission les a simplement déclarées innocentes. La structure même du rapport indique clairement que son objectif était de faire porter la responsabilité à Staline pour des répressions massives et de dissimuler toute preuve qui contredirait cette conclusion prédéterminée. Nous disposons également des rapports résumés préparés pour les réhabilitations des principales figures du parti réprimées durant les années 30. Certains de ces rapports ont été rédigés avant le rapport Pospelov, mais la majorité l'a été après. Khrouchtchev et la commission Pospelov essaient également de blâmer Beria pour la répression, tout comme Yezhov. Mais leurs propres faits, pour beaucoup recueillis pendant les enquêtes de Beria sur leurs crimes et excès du NKVD sous Yezhov, et leurs propres statistiques contredisent cette théorie. La réalité est que Beria a mis fin à la Yezhovtchina. En réalité, Khrouchtchev lui-même est l'un des principaux responsables de la répression de masse. Depuis la fin de l'URSS et l'ouverture très partielle des anciennes archives soviétiques à quelques chercheurs, certaines preuves concernant les accusations portées contre les hauts responsables du parti mentionnés par Khrouchtchev et traitées dans le rapport de la commission Pospelov ont vu le jour. Le gouvernement russe a refusé de rendre publics les dossiers d'enquête complets concernant ces figures. Par conséquent, nous ne pouvons pas être certains de leur culpabilité. Mais les preuves dont nous disposons aujourd'hui montrent clairement l'insuffisance des conclusions de la commission Pospelov, affirmant leur innocence. La grande majorité des éléments disponibles aujourd'hui tendent plutôt à démontrer leur culpabilité. L'un des mots d'ordre de l'attaque contre Staline et de la déstalinisation, c'était la lutte contre le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité a atteint une ampleur monstrueuse, surtout parce que Staline lui-même, en utilisant tous les moyens possibles, soutenait la glorification de sa propre personne. Mais Staline s'est toujours opposé au culte de la personnalité. En voici quelques exemples. Je dois dire, en toute conscience, camarades, que je ne mérite pas la moitié des éloges flatteurs qui ont été prononcés ici à mon sujet. Vous parlez de votre dévotion à ma personne. Je vous conseille d'abandonner ce principe de dévotion aux individus. Ce n'est pas la voie bolchevique. Soyez dévoués à la classe ouvrière, à son parti, à son état. Voilà ce qui est noble et utile. Mais ne confondez pas cela avec une dévotion aux personnes. Ce bijou vain et inutile des intellectuels à l'esprit faible. L'époque est révolue où les chefs étaient considérés comme les seuls faiseurs de l'histoire. Ce sont désormais les masses laborieuses, ouvriers et paysans qui déterminent le destin des nations. Mais le cas le plus connu est celui du livre sur les histoires de jeunesse de Staline, un livre racontant de manière romantisée sa jeunesse. Je suis absolument contre la publication des histoires de l'enfance de Staline. Ce livre est plein d'inexactitudes, d'exagérations et de flatteries non méritées. Il tend à graver dans l'esprit des enfants soviétiques une vision héroïque et infaillible du dirigeant. C'est dangereux et nuisible. Cette théorie de héros et de foule n'est pas bolchevique, mais social-révolutionnaire. Je propose que ce livre soit brûlé. Encore un autre exemple, dans une conversation entre Robbins et Staline, Robbins lui disait « Partout en Russie, j'ai vu les noms Lénine-Staline associés ». Staline lui répondait « C'est une exagération. Comment pourrais-je être comparé à Lénine ?» Une conversation similaire se tenait entre Molotov et Staline. Molotov lui disant qu'il est et qu'il restera toujours un fidèle disciple de Staline. Staline l'interromput en lui répondant « C'est absurde, je n'ai pas de disciple. Nous sommes tous des élèves du grand Lénine. » Mais alors si ce n'est pas Staline, qui a réellement promu le culte de la personnalité? Eh bien, on sera très étonné de se rendre compte que ce sont principalement des trotskistes, des bureaucrates et autres droitiers du parti qui s'adonnaient le plus au culte de la personnalité de Staline. Par exemple, Radek, un ancien trotskiste, est un exemple frappant. Dans le Pravda de 1934, il publia un article de 2 pages encensant Staline, le présentant comme le meilleur élève de Lénine, prévoyant comme Lénine, etc. C'était la première grande apologie de Staline dans la presse. Mikoyan,
Le khrouchtchevien a loué Staline plus de 40 fois dans un discours de 2000 mots, lors du congrès de 1939. En 29, pour le 50e anniversaire de Staline, il appelait à écrire sa biographie officielle. Il répéta cette demande en 39, une biographie officielle fut enfin publiée en 48. Pourtant, Khrouchtchev déclara dans son discours secret que cette biographie était une preuve de la vanité de Staline, affirmant que un des exemples les plus caractéristiques de l'autoglorification de Staline est l'édition de sa courte biographie. Ce livre est un exemple de flatterie éhontée. Il existe encore bien d'autres exemples, mais vous pourrez aller regarder vous-même les articles et les sources liées. Alors en résumé, en 1956, Khrouchtchev accusa Staline d'avoir créé un culte de la personnalité autour de lui. Cependant, de nombreux propos et écrits de Staline montrent qu'il s'opposait, refusant les flatteries, et le culte fut en réalité promu par certains opportunistes comme Radek Mikoyan, souvent pour des raisons de carrière ou de manipulation politique. Khrouchtchev déclara: le pouvoir accumulé entre les mains d'une seule personne, Staline, a conduit à de graves conséquences durant la Grande Guerre patriotique. Pendant et après la guerre, Staline affirma que la stratégie subie par notre nation au début du conflit résultait de l'attaque inattendue de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Staline n'a pas tenu compte des avertissements. Pire encore, il ordonna qu'aucun crédit ne soit accordé à ce type d'informations pour ne pas provoquer le déclenchement des opérations militaires. Tout a été ignoré. Les avertissements de certains commandants, les déclarations de déserteurs ennemis et même l'hostilité ouverte de l'ennemi. Est-ce là un exemple de vigilance du chef du parti et de l'État en un moment aussi crucial de l'histoire? Il est vrai que l'Allemagne nazie a égressé l'Union soviétique, et sur ce point, Khrouchtchev dit la vérité. Cependant, il existe de nombreuses preuves réfutant le reste de ces affirmations. Des documents publiés depuis la fin de l'URSS montrent que Staline et les dirigeants soviétiques s'attendaient bien à une attaque, et que les renseignements reçus fussent contradictoires et difficiles à interpréter. Le maréchal Golovanov déclara que la responsabilité des échecs initiaux devait être partagée entre tous les hauts commandants, tout comme la gloire et la victoire. Le maréchal allemand Kittel avait émis un ordre de désinformation destiné à tromper Moscou, ce qui compliqua l'interprétation des signaux d'alerte. Les historiens comme Kojinov ont souligné que rejeter toute la faute sur Staline revient à attendre de lui des capacités surhumaines, ce qui est paradoxal venant d'un Khrouchtchev qui critiquait précisément le culte de la personnalité. De plus, mobiliser l'armée soviétique à l'avance aurait été considéré comme un acte de guerre et aurait donné à Hitler le prétexte pour déclarer le conflit. Les avertissements britanniques n'étaient pas dignes de confiance non plus, car certains cercles à Londres souhaitaient que l'Allemagne et l'URSS s'affaiblissent mutuellement. Même des figures critiques de Staline, comme Meretskov ou Zhukov, ont reconnu après coup que la situation avant-guerre était extrêmement complexe, et que l'URSS avait fait tout ce qu'elle pouvait pour se préparer. Mais il y a plus longtemps encore, Khrouchtchev affirme que les avertissements sur une attaque allemande imminente existaient, mais qu'en raison d'une attitude conditionnée du leadership, il fait en négliger. Il cite notamment une lettre envoyée le 6 mai 1941 par Vorontsov, attaché militaire soviétique à Berlin, faisant état d'une information selon laquelle l'Allemagne attaquerait l'URSS le 14 mai. Cependant, Khrouchtchev a menti sciemment, car la version complète de cette lettre a depuis été publiée. Elle contient l'évaluation de l'amiral Kuznetsov, qui conclut qu'il s'agissait de désinformation allemande. Les éditeurs soviétiques postérieurs n'ont jamais publié cette lettre en entier, probablement pour dissimuler le mensonge de Khrouchtchev. Il ne ment donc pas seulement avec des inventions trotskistes et de la droite du parti, mais aussi à l'aide de propagande et de désinformation allemande des nazis. Khrouchtchev insinue aussi que les purges de 37-41 ont affaibli l'armée rouge, et qu'elles ont coûté cher au pays au début de la guerre. Mais les recherches récentes, notamment après la fin de l'URSS encore une fois, indiquent que les accusations contre Tchoukhatchevski et les autres officiers condamnés étaient fondées, selon les documents publiés dans une confession de Yezhov en 1939, mentionnant 3 conspirations militaires distinctes. Khrouchtchev les a réhabilitées en 1957 sans enquête sérieuse, une commission ne fut créée qu'en 1962, et son propre rapport fut gardé secret jusqu'en 1994, alors qu'ils consolident pourtant leur culpabilité. Le nombre de commandants exécutés ou limogés a été exagéré. Beaucoup de leurs remplaçants avaient plus d'expérience de terrain, y compris dans la Première Guerre mondiale. Des experts militaires, comme le maréchal Konev, ont critiqué Khrouchtchev sur ce point. Khrouchtchev lui-même, alors chef du parti en Ukraine, a signé des directives ordonnant la répression dans les districts militaires, notamment à Kiev. La dernière accusation majeure concerne la déportation. Khrouchtchev dit « Les déportations des peuples entiers, sans exception, ne sont justifiées ni par des raisons militaires, ni par le bon sens. C'est une violation des principes léninistes de la politique nationale soviétique. »
Cependant, selon les archives soviétiques ouvertes après la chute de l'URSS et étudiées même par des chercheurs anti-staliniens, ces accusations seraient fausses. Premièrement, des exceptions à la déportation ont bien existé, mais surtout, il y avait des raisons militaires réelles. De nombreuses personnes parmi ces peuples, tchétchènes, tatars de Crimée, etc., ont déserté ou collaboré massivement avec les nazis, menaçant l'arrière du front soviétique. La collaboration n'était pas marginale, mais massive, rendant difficile une répression ciblée sans détruire ces communautés. Ainsi, selon ces recherches, les déportations ont permis de maintenir l'unité de ces peuples, plutôt que de les faire disparaître par des exécutions ou des emprisonnements massifs. Les pertes humaines pendant les déportations ont été relativement faibles selon les chiffres officiels, et la population de ces peuples a augmenté dans les années suivantes, preuve que leur survie en tant que groupe ethnique n'a pas été compromise. Encore une fois, Khrouchtchev ment en faisant passer des mesures sécuritaires nécessaires lors d'une période de danger critique pour une simple folie, niant les réalités de l'époque. On voit que ce discours est un ramassis de mensonges, qui fut la pierre servant de base au paradigme anti-Staline. Dans l'historiographie anticommuniste, au lieu d'analyser les preuves de manière scientifique, comme on le ferait avec n'importe quelle autre période de l'histoire, des preuves sont rejetées simplement parce que ce paradigme dit que Staline est omnipotent et contrôlait tout. Si un soldat soviétique est mort au front, c'est à cause de Staline. Si une erreur dans le leadership de la guerre est commise, c'est à cause de Staline. S'il y a des répressions abusives, c'est aussi à cause de Staline. Peu importe ce qui se passe de mal, c'est à cause de Staline. Et ce qui se passe de bien, ce n'est que quand Staline est vaincu. Qu'importe que Staline n'était pas chef du NKVD, ou encore que les tentatives de coup d'état de généraux de l'armée ou de collaborateurs sont prouvées par les archives. Peu importe si dans la réalité, Staline n'était qu'un membre du Politburo jouissant des mêmes droits que les autres membres. Le but n'est pas d'expliquer la complexité de la situation, comment fonctionnait le gouvernement soviétique, le rôle de chaque politicien général, complot, répression ou mouvement populaire. Absolument tout doit être contrôlé par Staline. Le problème principal, c'est que ce que l'on cherche à prouver avec cette méthode, c'est que Staline est omnipotent. Autrement dit, on se base sur l'affirmation A pour prouver l'affirmation A. Ce n'est pas une méthode scientifique, c'est une méthode de propagande. Et le contexte historique de guerre froide, de lutte des classes et d'idéologie intense rend la chose encore plus évidente. Bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo sur la contre-révolution en Union soviétique. J'espère que ça vous aura plu. Si tout se passe bien, on se revoit dans 2 semaines pour parler cette fois-ci de la réforme économique. D'ici là, continuez la lutte dans vos villes ou quartiers. Vive le marxisme-léninisme et à la prochaine.